Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Atelier Time. Je m'appelle Zoé, je suis créatrice de sacs et d'accessoires de mode qui permettent aux endeuillés de trouver du réconfort dans de beaux objets hommages. Je dois donc vous prévenir, avant toute chose, ce podcast va traiter des choses relatives au deuil et à la mort de personnes proches. Et je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni accompagnatrice d'endeuillés. Je vous partage simplement mes réflexions et mes expériences pour que nous puissions avancer ensemble au travers de ces épreuves difficiles. Parce qu'on m'a toujours dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, transformer les rideaux de sa grand-mère en chapeau, c'est un peu comme transformer sa peine en sac à main. Et pour ce premier épisode, je vous propose de parler de crocodile, de sac à main et de transformation. L'idée de cet épisode vient d'un post Instagram que j'ai publié il y a quelques semaines, qui était le résultat, en fin de compte, d'un cheminement personnel et qui n'a pas été complètement compris, car je n'ai partagé que le résultat de ce cheminement. Or, comme chacun le sait, c'est le cheminement qui doit être partagé pour comprendre l'aboutissement d'une part, mais aussi, et je l'espère, inspirer et soutenir d'autres personnes. Et c'est pour moi l'occasion de vous expliquer ce que j'ai choisi de faire avec Atelier Hier. Quand on vit un décès de près ou de loin, il va se passer des vagues d'émotions à l'intérieur de nous. Des fois, ce sont des émotions qu'on connaît déjà, auxquelles on s'attendait, comme la tristesse par exemple ou le chagrin. Et puis, il y a aussi plein de nouveautés, rarement agréables en général, auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et puis, même si on s'attendait à se sentir mal, on est souvent surpris par l'intensité de la réalité. Bien sûr, les émotions incontrôlables et intenses, on peut les vivre dans d'autres moments de notre vie, comme un mariage, une naissance, une séparation amoureuse, un ami qui s'en va très loin pour longtemps en voyage. La tristesse qui colle à la peau n'est pas qu'un symptôme de deuil finalement. Tout comme les insomnies ou les cauchemars, cela peut être dû à une dépression par exemple, ou à un traumatisme, à un job ou à une relation toxique. Par contre, je sens vraiment que dans le deuil, ces émotions, elles ont une couleur et une profondeur vraiment très spéciales, très particulières. Bien sûr, chacun va vivre la mort d'un proche de façon totalement unique. Chacun gère comme il peut. Et pour ma part, j'ai vécu quelques décès, que j'énumère d'ailleurs dans l'épisode introductif de ce podcast que je vous incite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Dans ces moments-là où la mort survient, que ce soit en ayant frappé à la porte ou en la défonçant carrément, j'ai été prise d'une tristesse pure qui venait du fond de mon être. Une sorte de tristesse carrément irrésistible, énorme, à laquelle on a généralement très envie de s'abandonner. Parce que c'est une douce douleur grisante et brûlante. Mais j'ai aussi souhaité la refouler parce que cette tristesse, elle est teintée de tout plein d'autres émotions liées à la personne, au lien que j'entretenais avec elle, et puis à d'autres choses plus tribales ou plus sociales. Je pense à la pudeur, à la sensation de ne pas oser pleurer, de pas savoir si on en a vraiment le droit dans ces circonstances, ou avoir peur du regard des autres. Et puis il y a aussi la colère, quand la relation a été tendue, complexe, colorée de regrets et de maladresse. Et je pense aussi à la peur, celle de voir son premier mort ou son premier cadavre, sa première cérémonie. La peur de voir des personnes qu'on n'a jamais vues pleurer, souffrir, pour une personne que nous, on a connue aussi. Et en plus, de pleurer soi-même et de voir d'autres personnes pleurer et souffrir devant une foule de gens qu'on connaît pas forcément non plus d'ailleurs. Et puis il y a aussi la culpabilité, le soulagement, le choc, la sidération, qui ne sont qu'une partie de la réalité et qui mériteraient d'ailleurs chacune d'être un sujet de podcast, tellement il y a de choses à en dire, n'est-ce pas ? Surtout que beaucoup sont présentes en nous sans qu'on ose vraiment les exprimer. Et même parfois, on ne s'autorise même pas à les ressentir, car on peut en avoir honte ou trouver ça culpabilisant, voire inacceptable. Et évidemment, il y a aussi toutes les émotions qui apparaissent plus tard, au fil du temps, comme la nostalgie, le doute, voire la mélancolie. Tout ça,
toutes ces vagues, ces remous, l'amertume et le sable brassé par les émotions bouleversent irrémédiablement. Ça secoue très, très fort. Parfois à ne plus savoir où est le haut du bas, à ne plus pouvoir faire autrement que de se laisser aller dans le courant violent de ces sensations, avec la peur au ventre de se prendre un rocher dans la tronche ou de s'écraser sur le sol. Je pense que le deuil, pour chacun d'entre nous, c'est le moment où, sur le long fleuve de la vie, qui n'est clairement pas tranquille, c'est le moment où le cours devient mouvementé, dangereux, et qui ressemble à une sorte d'expédition de spéologie version canyoning, avec des passages sombres et obscurs dans des grottes très exiguës, ou alors des grandes salles où l'eau jaillit de partout, en grand torrent qui brasse n'importe qui comme un vêtement dans une machine à laver. Et d'autres moments qui nécessitent que l'on se jette dans le vide pour pouvoir continuer d'avancer. Perso, dans la rivière de la vie que je traverse, je me rends compte qu'il y a un crocodile qui m'a adopté. Il s'est accroché à moi pendant l'expédition de canyoning au début, sans que je puisse m'en rendre compte. Et longtemps après, en tout cas maintenant, je le vois bien et je sais qu'il est là. Ce crocodile, c'est toutes mes émotions, tous les souvenirs douloureux liés à la mort de mes proches. C'est les sensations dangereuses, tristes, négatives. C'est un rappel constant de ces émotions et de ces sensations. C'est un peu la cicatrice des événements ou le tatouage sur mon âme d'endeuillé. Des fois, j'arrive un peu à discuter avec lui. C'est des moments où je suis plutôt phase nostalgique heureuse, où je me plonge avec délice dans des albums photos d'enfance, où j'écoute à fond sur ma petite enceinte les playlists de maman. Mais le crocodile, il mord aussi. Plus ou moins régulièrement. Ou alors, il fout carrément le bordel dans le lit de la rivière, créant une marée, plus ou moins énorme d'ailleurs, selon son humeur. Ça, c'est plutôt les moments où je rêve que ma mère sonne à ma porte de bon matin pour m'annoncer que son décès n'était juste qu'une énorme blague, juste pour voir comment on réagirait, par exemple. Des rêves aussi intenses que le matin au réveil, je doute de la réalité. Ce crocodile, il a sa saisonnalité propre, qui n'est pas forcément liée à celle de notre monde tangible, car il a sa propre nature, que j'ai du mal parfois à comprendre. Bien que j'ai quand même remarqué qu'il mord souvent aux dates anniversaires, en tout cas aux alentours, aux périodes des dates anniversaires, comme par exemple les jours ou les semaines autour de l'anniversaire de décès, ou à Noël par exemple. Et puis d'autres fois, ce crocodile va faire des vagues sans que je comprenne vraiment ce qui déclenche réellement son agitation. Je suis certaine que chacun a son propre crocodile et que chacun d'entre nous aura le sien un jour s'il n'en a pas encore eu un. Si vous ne connaissez pas ce croco, c'est possible qu'il vous fasse très peur et que les premiers moments soient très très durs, voire incontrôlables. En général, les personnes autour de vous qui connaissent déjà leur crocodile vous rassureront en vous disant qu'il se passe la même chose pour eux, ou qu'ils sont là pour vous soutenir et vous aider à l'apprivoiser. Parce que oui, on ne dompte pas un croco dans cette situation. Au mieux, on va l'apprivoiser, mais il restera à tout jamais dans votre vie, à tout jamais sauvage et imprévisible, même si vous apprenez à le connaître même au moins un peu. Il est aussi possible que les personnes autour de vous soient très maladroites avec vous et provoquent votre crocodile, le nargue, voire le blesse carrément. Alors, je ne le souhaite à personne, qu'on soit d'accord, mais il est probable que leur propre crocodile soit à l'origine de cette attitude. Un croco qui va empêcher et interdire à ces personnes de reconnaître et d'exprimer leurs propres émotions et qui finalement deviennent des personnes incapables de les voir et de les accueillir pour les autres, du coup. Plus vous passerez de temps avec ce croco, plus vous réussirez à le regarder en face. Et plus vous vous détendrez avec lui. Vous comprendrez qu'il est là parce que vous êtes blessé et qu'il est votre douleur. Vous comprendrez que vous ne l'avez pas choisi et que vous auriez préféré ne pas le connaître. Mais il fait partie de la vie
pour tout le monde. Vous verrez aussi que parfois, vous ne le verrez pas, alors que vous aimeriez bien. Et certaines personnes vont même avoir besoin de le chercher. Et puis quand vous y penserez le moins, il vous rappellera l'ordre. Et puis parfois, non, pas du tout. Ce crocodile, il est là parce que vous êtes toujours en vie. Il est là pour vous dire qu'un jour, vous ne le serez plus et qu'il vivra avec les personnes que vous connaissez aujourd'hui et qui ne partiront qu'après vous. Il est là parce que vous avez aimé. Et aimer encore une personne qui n'est plus là pour vous, en fait, finalement, il est là par amour. Je vous spoile pas en disant que chaque personne est différente, mais chaque croco l'est tout autant. Il reflète complètement la personnalité des personnes avec qui il vit. Il est nourri par toutes les autres expériences de vie de l'endeuillé, bonnes ou mauvaises. Le crocodile connaît parfaitement les failles de la personne avec qui il vit, il les exploite. C'est une race de crocodile qui bave sur tout. Ainsi, chaque personne chercheront à mettre une laisse à leur crocodile pour essayer de le contrôler ou de se rassurer. D'autres le déguiseront pour le cacher, le camoufler ou le sublimer. D'autres le nourriront avec amour et d'autres s'y abandonneront totalement, voire l'ignoreront royalement. Chacun gère son croco comme il l'entend, mais surtout comme il le peut en faisant ses propres choix avec lesquels il est plus ou moins à l'aise et surtout dont il se sent capable. Moi j'ai décidé de transformer mon crocodile en sac à main. Alors ça n'a pas l'air vegan, dit comme ça, mais je crois que ma démarche est plutôt saine en fait. J'ai choisi de transformer mon crocodile en sac pour plein de raisons. Déjà, avoir choisi de personnifier mon deuil m'aide à lui donner une limite. Puisqu'il a une forme, je ne suis plus complètement noyée dedans sans pouvoir voir les contours de la tempête, si je puis dire. Au début, j'ai pu être complètement perdue et plus voir un peu le bout des choses, et vous pourriez très bien l'être aussi. Ce serait d'ailleurs bien naturel. Mais je vois ce croco comme un tatouage de l'âme, je l'ai dit un peu plus haut. Le tatouage pour moi c'est une façon de remettre mes tourments psychiques dans mon corps, par la douleur de l'acte d'une part, et par les symboles que je choisis. D'ailleurs ce serait éventuellement un sujet de podcast intéressant. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimeriez que j'en parle. Mon crocodile finalement c'est un peu ça. Je remets ma peine dans une forme qui est celle du crocodile. Cette forme personnifiée, elle m'inspire et je la transpose dans la matière à travers des sacs. Quand j'étais ado, j'avais été marquée par une publicité anti-fourrure et peau d'animaux tannés qui proposait des sacs à main en exposition dans un magasin un peu luxueux, majoritairement en peau de croco. Et quand les clientes ouvraient le sac, dézippaient le sac pour voir comment il était fait à l'intérieur, pour savoir s'il y avait des poches, etc., ou des compartiments, en fait, elles découvraient, avec une horrible stupéfaction, je ne vous le cache pas, que le sac était comme un animal qu'elles auraient ouvert avec un scalpel. C'est-à-dire que dans le sac, il y avait un cœur qui battait avec des organes, comme si finalement quelqu'un avait simplement transformé un animal en sac sans le tuer. Voilà, donc non sans souffrance. Outre le côté gore du spot, il m'avait marqué parce que je l'avais ressenti très profondément dans mon corps. Je le comprenais très bien, comme si presque j'avais été moi-même transformée en sac à main par la plus grande des injustices. Juste parce que ma peau était belle et douce, une fois arrachée de mon corps, tannée, colorée, polie, lustrée et cousue, et que j'avais bien plus de valeur sous cette forme-là que sous ma forme d'être vivant. Et pour plus de légèreté, et pour ceux aussi qui ont la référence, je regardais aussi des dessins animés, qui étaient certainement d'ailleurs des émissions un peu plus de mon âge, en tout cas un peu plus adaptées. Et il y en avait un qui s'appelait La Famille Pirate. C'était un petit dessin animé mignon qui, il me semble, passait à midi les zouzous pour ceux qui connaissent. Et La Famille Pirate, c'était des histoires
des petites aventures d'une famille pirate avec des membres hauts en couleur. Et cette famille avait pour animal de compagnie un crocodile. Et ce crocodile s'appelait Sac à main. Du coup, inévitablement, mon cerveau a codé dans mon esprit l'information suivante, c'est-à-dire crocodile égale sac à main. Je me souviens pas vraiment quand j'ai commencé à coudre. Je sais que j'étais adolescente, ça c'est certain. C'est un truc qui me vient de ma mère. En tout cas pour la couture à la machine, parce que de l'autre côté de ma famille, du côté paternel, les femmes sont également très créatives. Et en général en lien avec le tissu, puisqu'il s'agissait de peinture sur soie, de broderie, de tricot ou de crochet. En tout cas, la couture et la création, c'est une histoire généalogique, c'est certain. J'ai même l'impression que dans ma famille, une fois qu'on est piqué, on n'a pas d'autre choix que de se donner pleinement à ces activités, on devient complètement accro. Et évidemment, je n'échappe pas à cette règle, la satisfaction et le penchant que j'ai pour coudre vient de mes tripes, de mon ventre, directement. Je le sens tout de suite quand j'ai besoin de créer, c'est comme une faim, en fait, c'est vraiment une sensation de faim, mais qui est très agréable, qui se manifeste un petit peu plus bas dans le ventre que l'estomac. C'est une faim qui est excitante et qui n'est assouvie finalement que par de très très longues heures à coudre ou à crocheter. Bref, je m'égare un peu, mais il fallait que je fasse le lien entre le crocodile, la couture et maintenant on va faire le lien avec les sacs. Le sac, c'est un accessoire de mode très pratique et très important pour finir un look. Ça, c'est le côté pratique. Symboliquement, je le vois aussi comme un ventre ou une poche kangourou. En tout cas, un espace très personnel et privé, tel que peut-être une maison en fait, mais que l'on emporte partout avec soi. Je ne suis pas psychologue, je vous le répète encore, mais il y a largement de quoi faire des allusions au ventre de sa propre mère, j'en suis certaine. Mais comme je ne suis pas non plus psychiatre, je m'arrête là sur cette allusion. Le sac pour moi, c'est le gardien d'une grande partie de notre vie. C'est vrai, on lui confie quand même des choses hyper importantes. Par exemple, notre argent, nos papiers d'identité, nos clés de voiture, de maison, nos agendas aussi et nos téléphones, en tout cas pour les plus minimalistes d'entre nous. Mais ça peut être aussi une vraie petite pharmacie ambulante, une quincaillerie ou encore un dressing. En tout cas pour ma part. Parce que je me dis que qui n'a jamais glissé dans son sac une culotte de rechange, au cas où on se tâche pendant nos règles par exemple. Ou encore une paire de chaussettes de rechange ou des vieilles baskets au cas où nos chaussures neuves deviennent insupportables. Bref, vous l'aurez compris, ma vision du sac à main, c'est le sac maison. c'est vraiment comme ça que je vois cet accessoire de mode. Mais vous allez me dire, quel est le lien du coup avec le fait de faire de son crocodile un sac à main? Et bien en fait, je matérialise ma peau de croco dans les rideaux, les draps, les dessus de lit ou les nappes de nos proches décédés. Tout ce qui peut rappeler la personne, un motif, une couleur, un type de tissu très spécial, une forme, un bijou ou un symbole. Et clairement, quand il faut vider le lieu de vie d'un parent, parce qu'on doit le rendre ou le vendre, on a rarement envie de récupérer, d'exposer des épais rideaux en velours jaune, ou encore d'utiliser le dessus de lit en flanelle, tel que dans nos propres cocons. Alors que ils font partie très fort de nos souvenirs, comme je vous l'explique dans l'épisode introductif de ce podcast. Voilà ma matière première. C'est ça ma peau de croco. Le tissu imprégné de vos souvenirs qui représente des preuves de l'existence de ces moments. En général, on s'attache aux moments agréables. Et puis, ils peuvent aussi représenter une preuve de l'existence du défunt. Alors, avec Atelier et les créations hommages, je vous propose de transformer votre penne ou votre crocodile, ou les deux, en sac à main. Je souhaite de tout mon cœur vous offrir des créations au travers desquelles vous trouverez du réconfort. Un petit espace comme
une pierre au milieu de la rivière ou une plage calme pour pouvoir discuter avec votre crocodile. Je crée des encres, tangibles comme mes créations, ou plus virtuelles comme ce podcast ou ce que je vais publier sur mon profil Instagram, pour que chacun, blessé, secoué par ce crocodile, puisse s'y accrocher et se mettre en sécurité. Et ça pour ouvrir l'espace que chaque endeuillé peut potentiellement avoir besoin. Un espace pour s'épancher, un espace pour se délester, se soutenir mutuellement, partager, penser à eux, à ceux qui nous manquent, et puis penser à nous aussi, et apprendre à parler avec nos crocodiles, sans jugement et avec amour. Pour que cet espace de lumière puisse exister, il a besoin de vos réactions en commentaire quand c'est possible, de vos partages et de vos étoiles sur les plateformes qui le permettent. Car plus ces étoiles seront nombreuses, plus nous serons nombreux dans cet espace et plus cet espace brillera de 1000 lumières réconfortantes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode sort. En attendant, venez me rejoindre sur Instagram. C'était l'épisode Crocodile du podcast Atelier Time, créé, réalisé et présenté par moi-même, Zoé Bouillet-Rousselot, et mon entreprise créative Atelier. Prenez soin de vous et à très bientôt.